saison des webinaires, bien sûr, autant la direction de l'enseignement que les anciens élèves. Et comme séance de reprise, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Marie Murat, qui est médecin du service de santé des parents. Et je vous la présente très rapidement. Son premier poste, je crois que c'était son premier poste, l'a plongé directement dans le paludisme parce qu'elle était auprès d'unités militaires françaises qui servaient dans la forêt amazonienne où sévit donc beaucoup le paludisme. C'est là donc où elle a pu être en contact avec le paludisme. Et quand elle est rentrée en France, de 2014 à 2017, elle a fait sa thèse de doctorat et sciences dans le laboratoire de chirurgie à Pasteur. Et son sujet, c'était développement préclinique d'un vaccin antipaludique vectorisé par, je vous le donne en mille, le virus de la rougeole. Bien. Et ensuite, elle a fait un postdoc aux États-Unis, où là aussi, elle s'est intéressée au paludisme. C'était au Walter Reed. Et où elle s'est intéressée aux corrélats de protection dans le paludisme, justement, avant de nouveau revenir en France. Et là, actuellement, elle est chef de l'unité d'immunopathologie à l'Institut de recherche biologique des armées. Voilà, Marie, je crois que je vous ai présenté suffisamment, j'ai dit l'essentiel, et c'est avec grand plaisir que je vous passe la parole. Merci Pierre. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Je vous remercie de vous être inscrits si nombreux à ce webinaire sur la vaccination contre le paludisme, qui est, vous l'aurez compris, un sujet de cœur pour moi. Et évidemment, l'actualité récente a vu des progrès notables dans ce domaine de recherche et je suis donc très heureuse de partager cette histoire de la vaccinologie du paludisme avec vous aujourd'hui. Je m'excuse de ma voix un petit peu caverneuse, les virus hivernaux ont fait leur retour. Malheureusement, je n'ai pas échappé à la laryngite, mais je pense et j'espère que je pourrai tenir tout le temps de ce webinaire et des questions ou de commentaires que vous aurez par la suite. Alors, avant de démarrer ma présentation, je voulais un petit peu rendre hommage à ce couple que vous voyez en photo, que vous ne connaissez peut-être pas tous. Il s'agit de Ruth et Victor Nussensweg. C'est un couple qui a beaucoup travaillé sur le vaccin contre le paludisme. Ils ont été pionniers. Ruth nous a malheureusement quittés il y a quelques années et Victor, à 94 ans, est toujours chercheur émérite à New York. Et voilà, je voulais leur rendre hommage avant de démarrer cette présentation. Alors, les diapos passées, elles ne passent plus, je m'excuse. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que vous voyez la diapositive numéro 2? Oui, parfait, ok, donc ça marche. Avant de parler stricto sensu de la vaccination, j'ai mis quelques diapos évidemment de rappel sur le paludisme, qui est bien sûr une énorme problématique de santé publique avec en 2020 encore plus de 200 millions de cas, plus de 600 000 décès avec un nombre plus important de décès ces dernières années, récents. Hein. On imagine aussi par l'impact de la pandémie de Covid sur l'organisation des soins, la prévention, entre autres, du paludisme. Les cas se concentrent principalement dans quelques pays, malgré les 85 pays endémiques. Et je vous ai mis ici les pays les plus touchés par le paludisme, avec malheureusement les enfants de moins de 5 ans qui payent le plus lourd tribut de ce paludisme. Vous avez la carte des risques paludiques en 2022, selon une régulation de risque élevé à risque plus faible, voire pas de risque. C'est une carte du voyageur qui a été mise à jour cette année par le groupe de recherche sur la médecine des voyages en Belgique et qui est à disposition sur Internet. Alors, l'agent responsable du paludisme est un parasite. Étant médecin militaire, je ne pouvais pas ne pas parler d'Alphonse Laveran qui a découvert cet hématozoaire en 1880 et puis il a reçu un petit peu plus tard le prix Nobel pour cette découverte. Il s'agit d'un organisme unicellulaire du groupe des apicomplexes, mais le cycle de vie du paludisme est beaucoup plus complexe qu'un simple hématozoaire observé dans le sang. Il y a donc deux hôtes, un hôte mammifère, dans ce cas-là l'homme, et puis le moustique qui est le vecteur, les femelles du genre Anophèle. Et donc après piqûre par l'anophèle, il y a donc injection de sporozoïtes sous la peau qui vont assez rapidement rejoindre le foie
où ces sporozoïdes vont pouvoir envahir des hépatocytes, se multiplier, puis au bout d'un certain temps, libérer ces mérozoïdes qui vont rejoindre le sang et entamer des cycles d'amplification dans les globules rouges. Et on voit que de 10 sporozoïdes injectés par le moustique, on arrive à plus de 10 puissance 8 à 10 puissance 12 parasites, puisqu'il y a vraiment une multiplication exponentielle. Au bout d'un certain nombre de cycles, il y a formation de gamétocytes, et lors d'un repas sanguin, le moustique va pouvoir récupérer ces gamétocytes qui vont pouvoir, grâce au cycle sexué dans le moustique, régénérer des sporozoïdes au niveau des glandes salivaires, et puis le moustique pourra ainsi repartir pour infecter un nouvel hôte. Alors, sans rentrer dans les détails, je vous l'ai dit, il s'agit d'un organisme eucaryote unicellulaire du genre des apicomplexes, avec cette organite intracellulaire, donc en plus des mitochondries. Et puis, c'est une cellule polarisée avec au pôle apical le site d'invasion cellulaire et puis des organes de sécrétion que sont les rotries et les micronèmes. Tout autour, à la surface, sont exprimées un certain nombre de protéines, dont la protéine CSP, qui est, vous verrez, une des protéines qui est la cible majoritaire de la vaccination. 5 espèces plasmodiales peuvent infecter l'homme. Plasmodium falciparum, la plus connue, car celle qui a le potentiel le plus mortel et qui est largement présent en Afrique tropicale. Plasmodium vivax aussi, qui va être très présent en Amérique du Sud et en Asie. Et puis Plasmodium ovale, malariae, qui sont un peu moins présents. Et puis Nolésie, qui est un parasite simien, mais qui est aussi capable d'infecter l'homme et même de générer des formes sévères. Alors, sans rentrer dans les détails de l'aspect clinique, j'ai juste mis une diapo pour bien comprendre cette phase latente, qui correspond à l'infection, mais pas encore à la maladie, qui va de l'injection des sporozoïdes par le moustique jusqu'à la fin du cycle hépatique et la libération des mérozoïdes qui vont rejoindre les globules rouges dans le sang. Et puis ensuite, cette fameuse triade clinique, fièvre, sueur, frisson lors de la primo-invasion palustre, c'est simple, qui peuvent, s'ils ne sont pas pris en charge rapidement, dans le cas de Plasmodium falciparum, générer des accès graves, des neuropaludismes et le décès du patient. La particularité pour Plasmodium vivax, bien sûr, sont ces hypnozoïdes, les formes dormantes qui quiescentes dans le foie, qui peuvent être responsables d'accès reviviscents. Alors, la prévention du paludisme est assez bien décrite et peut marcher quand elle est appliquée avec rigueur, bien sûr. Tout d'abord, il s'agit de sensibiliser les gens pour bien reconnaître le paludisme, les symptômes, et puis pour les amener à consulter rapidement. La prévention contre les piqûres de moustiques, là, c'est vraiment la grosse partie de prévention, que ce soit les moustiquaires, les vêtements longs, les répulsifs, le traitement des gîtes larvaires. Il y a un gros travail à ce niveau-là qui réduit nettement les populations de moustiques capables de transmettre le parasite. La chimioprophylaxie lorsqu'elle est disponible, et puis en fonction des zones, bien sûr, adaptée à la résistance des parasites aux molécules. Et puis le diagnostic précoce, dès qu'un paludisme est détecté précocement et traité, il évolue favorablement. Lorsqu'il y a un délai à la prise en charge thérapeutique, c'est beaucoup plus difficile. Et depuis 2021, il y a donc cette recommandation par l'OMS d'utiliser en zone d'endémie, du moins, ce nouveau vaccin Mosquirix dont nous allons parler, ainsi que les autres vaccins en cours de développement. Alors, l'histoire de la vaccination contre le paludisme, je la fais démarrer volontairement en 1967 parce que c'est la première preuve sur modèle murin d'une protection possible contre le paludisme. Alors, sur ce modèle murin, c'est Plasmodium berghei qui avait utilisé, et c'est Roos Nussensweg qui, après une activation des sporozoïdes par irradiation, a montré qu'on pouvait protéger les animaux du paludisme. Je vous fais une petite échelle rapide historique, et puis après on rentrera plus dans le détail. Mais en 1973, la protection avec ces sporozoïdes irradiés a été montrée chez l'homme aussi. Ça a été fait au Walter Reed Army Institute of Research. Et puis, il y a eu cette grande épopée RTSS dont nous allons parler, parce que les travaux novateurs de Roos Nussensweg ont aussi identifié la protéine CSP comme une cible majoritaire de la vaccination. Et donc, depuis la mise au point du vaccin jusqu'à la fin des essais cliniques de phase 3 en 2014, puis les recommandations d'utilisation en 2021 par l'OMS, ça a été vraiment une grande époque. En 2003, il y a aussi Steve Hoffman. Alors, pardon, je n'ai pas précisé, c'est Joey Cohen qui est en photo pour la grande épopée RTSS, l'inventeur du vaccin. En 2003, Steve Hoffman, que vous voyez en photo, suite à l'identification de la protection chez l'homme par des sporozoïdes irradiés, a monté la boîte Sanaria
pour pouvoir produire des sporozoïdes atténués cryopréservés. Et puis enfin, nous verrons que ces dernières années, donc cette année, l'année dernière, il y a eu des résultats très intéressants pour le vaccin R21, qui est un RTSS de deuxième génération, et qui est le premier vaccin à aller au-delà des 75% de protection chez l'homme, qui est la cible vaccinale de l'OMS, mais qui n'est actuellement qu'en essai de phase. Alors, avant de présenter tous ces vaccins, il est important de parler de l'immunité du paludisme. Alors, contrairement à d'autres maladies, l'immunité antipaludique qui s'acquiert naturellement en zone d'endémie est une immunité imparfaite. On parle d'immunité de prémunition, c'est-à-dire que c'est une immunité qui s'acquiert au cours du temps, après exposition multiple aux parasites, mais qui peut être perdue rapidement lorsque les personnes quittent la zone d'endémie. En quelques mois, elles peuvent perdre cette protection et lors de leur retour en zone d'endémie, si elles ne se protègent pas, elles sont à même de faire des formes graves. Et puis, ce sont donc les enfants qui payent le plus lourd tribut, puisque justement, ils mettent du temps à acquérir cette immunité de prémunition. La protection contre le paludisme, on a longtemps cru qu'elle reposait uniquement sur les immunoglobulines circulantes, les anticorps dirigés contre les antigènes du paludisme. Ça date de travaux des années 1960 qui avaient montré que lorsqu'on récupérait des immunoglobulines humaines chez des adultes qui étaient humains en zone d'endémie et qu'on traitait des enfants atteints du paludisme par injection de ces immunoglobulines, on les protégeait du paludisme et on voit bien donc la chute des trophozoïtes après traitement par gamma-globulines, alors que les gamétocytes continuent à maturer. Et donc, on imaginait que la protection ne passait que par ces anticorps. Alors, ce sont bien sûr des essais qu'on peut refaire aujourd'hui d'un point de vue éthique. Ces enfants n'étaient pas traités par autre chose. On leur donnait uniquement ces gamma-globulines. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui refaire ce type d'études immunitaires Et on sait aujourd'hui que l'immunité est beaucoup plus complexe que ça et ne repose pas que sur les anticorps. Le parasite a longtemps coévolué avec l'homme. Il doit donc mis en place de multiples mécanismes d'échappement immunitaire et surtout, comme il est présent sous plusieurs formes, puisqu'il est injecté sous forme de sporozoïde, puis ensuite un stade hépatique, puis un stade sanguin, il y a une forte variabilité antigénique. Et donc finalement, le système immunitaire doit réagir un petit peu de tous les côtés avec des anticorps à forte dose contre différentes cibles, avec au niveau du foie des réponses cellulaires importantes, CD8, mais aussi la présence de cellules résidentes, et pas que circulantes, mais résidentes tissulaires pour pouvoir répondre et reconnaître surtout les cellules infectées par les sporozoïdes. Et puis, évidemment, au niveau sanguin, c'est l'acquisition d'anticorps contre différentes cibles pour pouvoir bloquer ensuite l'invasion des globules rouges. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui de l'immunité contre le paludisme a reposé en grande partie aussi sur ces challenges infectieux, des infections contrôlées chez l'homme, que vous verrez toujours sous l'acronyme CHMI, Controlled Human Malaria Infection. Alors, ces infections contrôlées étaient réalisées déjà il y a très longtemps, je pense avant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, sur des sujets infectés par la syphilis qu'on traitait avec du paludisme. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont aujourd'hui éthiquement discutables, mais suite à la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, tout ça a été très réglementé. Et aujourd'hui, notamment, le World Institute of Research a un insectarium dans lequel ils produisent les moustiques qui sont capables de faire ces challenges infectieux de façon tout à fait contrôlée et réglementée. Alors, il y a plusieurs méthodes pour aller infecter les sujets. Bien sûr, la plus physiologique, c'est la piqûre de moustique. Et vous avez à droite une photo des élevages de moustiques qui vont s'infecter en bien sûr du sang infecté. Et puis ensuite, ces moustiques vont être mis dans des petites boîtes. Un challenge infectieux, ça se fait avec 5 piqûres de moustiques dans une petite boîte qu'on va mettre sur le bras des participants que vous voyez en bas. Ça se fait dans l'insectarium, bien sûr, de niveau 3. Et puis, on les met à l'ombre, parce que vous savez, à l'abri de la lumière, les moustiques préfèrent ça pour piquer. Et après piqûre, bien sûr, les entomologistes sont là pour récupérer les moustiques et vérifier que les 5 piqûres sont bien infectantes parce que les moustiques étaient bien infectés dans leur glande salivaire. Mais on peut aussi tout à fait injecter des sporozoïdes. Et puis, pour les challenges du stade sanguin, on peut aussi injecter une petite quantité d'1 microlitre de sang infecté. Bien sûr, tout cela est très contrôlé. Ensuite, les personnes qui ont été infectées
Et dès qu'apparaissent des parasites en microscopie, donc sur frottis sanguin, goutte épaisse, mais également en biologie moléculaire par la PCR, on traite ces patients évidemment avant qu'ils n'aient aucun symptôme, et les souches qu'on utilise sont des souches qui ne sont pas résistantes au traitement, bien entendu. Mais ce challenge infectieux a vraiment permis de mieux étudier la réponse immunitaire, et puis pour le développement vaccinal, d'aider à la décision de go, no go, c'est-à-dire est-ce qu'on va plus loin pour mettre en place des essais cliniques qui vont être longs et coûteux, ou est-ce qu'on s'arrête là parce que finalement, déjà sur des sujets naïfs hors zone d'endémie, les résultats sont décevants. Et bien sûr, on peut mettre en place des modèles homologues ou hétérologues, c'est-à-dire avec des souches de parasites différentes de la souche vaccinale. Alors, selon l'objectif de vaccination, l'objectif immunologique va être différent, c'est-à-dire qu'on peut cibler la phase pré-érythrocytaire, qui correspond donc à l'entrée des sporozoïdes jusqu'au stade hépatique. À ce stade-là, ce qu'on veut, c'est prévenir l'infection. C'est là qu'il y a le moins de parasites, et donc l'idée, c'est d'obtenir finalement une protection entre guillemets, c'est-à-dire de protéger réellement contre l'infection. Pour ça, on peut évidemment vouloir générer des hauts titres d'anticorps qui vont bloquer les sporozoïdes pour les tuer, et puis les empêcher d'atteindre le foie. Et au niveau du foie, c'est de générer de la réponse cellulaire, essentiellement CD8, mais pas que, avec d'autres cellules T effectrices, et puis évidemment l'induction de cellules résidentes tissulaires. Au stade sanguin, c'est différent. On va vouloir générer une réponse pour diminuer l'impact de la maladie, mieux la contrôler. On est plus là dans la protection contre la maladie que l'infection. Et là, l'objectif est vraiment d'atteindre des hauts titres d'anticorps avec une forte affinité qui vont pouvoir bloquer ces mérozoïtes et les empêcher de réinfecter les globules. Enfin, de façon plus altruiste, il y a le développement de vaccins contre la transmission. Là, l'idée, c'est que le parasite a moins de diversité génétique dans le sens, de sécurité chez le moustique, et qu'en générant des anticorps de haute affinité contre la gamétocyte, on peut empêcher ensuite ce cycle au sein du moustique. Alors, nous allons voir les principaux candidats en développement. Je ne vais pas vous parler plus exhaustif de tous les candidats qui ont été testés, mais voilà les avancées majeures et ce sur quoi on compte pour l'avenir. Alors, au stade pré-érythrocytaire, je vais vous parler d'abord des approches d'organismes entiers atténués, c'est-à-dire les sporozoïdes atténués. Ensuite, l'épopée RTS, bien sûr, et R21, le vaccin de deuxième génération qui suit. On verra ensuite au stade sanguin essentiellement RH5, et puis le paludisme placentaire un petit peu. Et enfin, une diapo sur les vaccins contre la transmission. Alors, là, donc je vous ai dit, la première preuve d'une protection possible par vaccination était en 1967. Vous avez là les résultats obtenus. Quand vous regardez la dernière ligne, overall, donc sur les animaux contrôle, il y avait eu 90% d'animaux infectés, et sur les animaux vaccinés, par 75 000 sporozoïdes irradiés par souris, il y a eu 60% de protection. En 1973, chez l'homme, donc au Walter Reed, là, comment ça se passait? Pour protéger l'homme, il faut environ 1000 piqûres de moustiques, 5 sessions de 200 piqûres de moustiques. Je vous laisse imaginer la session de vaccination où vous allez avoir 200 piqûres de moustiques sur vos bras. Il y a eu quelques réactions de type allergique à certainement des protéines, la salive de moustique. Et donc c'était efficace, mais il y a un gros problème de manufacture là derrière. Et c'est pour ça qu'en 2003, Sanari a été créé pour essayer de cryopréserver ces sporozoïdes atténués et trouver une autre voie de vaccination que la piqûre de moustique. Alors c'était un sacré challenge, il y a de nombreuses difficultés, c'est que ces sporozoïdes vont devoir être cryopréservés, donc c'est la chaîne de l'ultrafroid. Au cours des essais cliniques, on a vu que c'est l'ininoculation intraveineuse qui est la plus efficace par rapport à l'intramusculaire ou la subcutanée, parce qu'elle seule permet d'induire des cellules T résidentes mémoire dans le foie. Il y a toute cette difficulté de manufacture, et puis vous voyez donc là-haut, à gauche, c'est un magma issu des glandes salivaires de moustiques disséquées, et à partir de là, il faut être capable d'obtenir des sporozoïdes atténués, purifiés, aseptiques, cryopréservés. Donc il y a eu un gros travail pour obtenir des lots cliniques qui sont compliants pour les essais cliniques, des Good Manufacturing Practice, les GMP. Et puis, on conçoit bien que augmenter les capacités de production est quelque chose de difficile. Je vous ai mis ici une photo
issu d'un des papiers de Steve Hoffman qui montre un des laboratoires chez Sanaria où les personnels dissèquent des centaines de moustiques pour obtenir des sporozoïtes dans les glandes salivaires, donc ici sous loupe binoculaire, dans un milieu bien sûr aseptisé. Il y a plusieurs façons par irradiation, c'est celle qui a été décrite classiquement. Et là, sur le schéma, c'est ce que vous voyez à droite, le parasite arrête son développement assez tôt dans le foie, ce qui fait qu'on peut générer des anticorps contre les sporozoïtes et de la réponse CD8 protectrice au niveau du foie. On peut les atténuer de façon génétique en délétant des gènes cibles essentiels au développement dans le foie. Et là, on peut arrêter le développement plus ou moins loin dans la réplication au sein des hépatocytes, c'est ce que vous voyez au milieu. Et puis enfin, vous avez l'atténuation par chimio-prophylaxie, c'est-à-dire que ce sont des sporozoïdes non atténués qu'on va injecter, mais en prenant une prophylaxie associée, ce qui fait que dès que les parasites vont sortir du foie, ils vont être détruits par la molécule. Et cette fois, on a un cycle hépatique qui est un peu plus complet et qui peut expliquer peut-être une protection un peu plus complète que pour les autres formes. Alors en bas, vous avez la carte des essais cliniques qui sont menés actuellement par Sanaria dans différents pays du monde. On reviendra sur l'Indonésie parce qu'il y a un essai clinique de phase 2 très intéressant qui a démarré cette année. Et puis le PFS-PISI par irradiation est aussi en phase 2 et l'atténuation génétique est actuellement en phase 1. Alors, les sporozoïdes irradiés ont donné des résultats très encourageants chez l'adulte, avec une efficacité différente, bien sûr, chez des sujets naïfs, par comparaison aux zones d'endémie où il y a pu avoir des expositions précédentes au paludisme. Et l'efficacité dépend de la dose et du schéma vaccinal. Je vous ai mis ici une étude justement pour chercher à optimiser les doses et le schéma vaccinal. Et je vous ai mis en haut à droite la courbe des individus qui n'ont pas de parasitémie, l'équivalent de courbe de survie, par rapport à l'infection. Pour le groupe 4, que vous voyez dans le tableau, qui est 3 injections jour 1, jour 8, jour 29, avec une dose à 9, 10 puissance 5 sporozoïtes sur 20 personnes et qui montre une efficacité vaccinale de 50%. Et en bas dans le tableau, vous avez l'efficacité vaccinale différente selon les schémas vaccinaux. Donc vous voyez que le groupe 1 qui avait 5 doses finalement n'a qu'une efficacité vaccinale de 40%. Voilà, donc il y a un gros travail d'optimisation de la dose et du schéma qui a été en cours et qui continue pour trouver le schéma le plus adapté. Et l'efficacité, par contre, sont vues de façon homologue et hétérologue. Par contre, récemment, des résultats assez décevants ont été vus chez les nourrissons au Kenya. C'est une phase 2 qui a été réalisée très récemment avec les résultats publiés en 2021. Et finalement, donc vous avez à gauche la probabilité de survie avec le temps jusqu'à un premier parasite détecté pour différentes doses, les placebos en bleu clair, en bleu foncé, 4,5 10 puissance 5 sporozoïdes, en rouge 9 10 puissance 5 et puis en gris 1,8 10 puissance 5. Il n'y a pas de différence significative. Et puis à droite, l'efficacité vaccinale qui n'est pas différente. Alors une des explications probables, mais il y a encore des travaux qui sont menés pour essayer de bien comprendre pourquoi ça n'a pas marché chez ces nourrissons, c'est que les lymphocytes T gamma delta, spécifiquement le sous-type delta 2 gamma 9, sont associés à la protection chez l'adulte et n'étaient pas retrouvés chez ces nourrissons. Alors c'est vrai que ces lymphocytes, je ne sais pas si vous les connaissez, ils sont un petit peu à la limite entre l'immunité innée et adaptative. Ils ont aussi cette variabilité jonctionnelle du TCR et en même temps, ils reconnaissent plutôt des phosphoantigènes que des peptides, en connaissance plus large. Donc, on ne comprend pas bien encore tout le mécanisme de protection, mais ce qui est sûr, c'est que dans le paludisme et dans cette vaccination par sporozoïtes anti-atténués, ils ont un rôle majeur. En ce qui concerne les sporozoïtes génétiquement atténués, je vous ai illustré ça par deux slides. La première ici, c'est PF delta B9 delta SLARP. Donc, ce sont deux protéines qui ont été inactivées pour atténuer ce parasite. Et on voit sur la figure en bas à gauche que effectivement le parasite génétiquement modifié, qui est le noir, n'est pas capable de se développer dans les cellules hépatiques, contrairement au wild type qui est en gris et qui se développe
dans ces cellules hépatiques. Et alors sur l'essai de phase 1, 2A, que je vous ai mis ensuite à droite, il y a eu plusieurs schémas d'immunisation. Le groupe contrôle PFS-PISI vaccine, ce sont des sporozoïdes irradiés. Et puis, donc, vous avez la même dose de parasites atténués génétiquement et puis une dose plus forte de parasites atténués génétiquement. 3 séances d'immunisation et puis ensuite le challenge infectieux. Et vous voyez en bas qu'on n'arrive pas à une protection complète, mais par contre qu'on a des résultats similaires entre les sporozoïdes irradiés et les sporozoïdes génétiquement atténués. Ici, c'est un autre parasite qui a cette fois 3 KO, pas seulement 2, P52, P36 et sapin, qui sont aussi des protéines essentielles à l'invasion de l'hépatocyte, au développement, l'infectiosité devant l'hépatocyte. Et là, ça a été un essai clinique un peu différent qui a été fait selon la voie historique par les piqûres de moustiques. Et vous voyez que là aussi, il y a eu 5 sessions pour le groupe en haut, vaccination avec 200 piqûres de moustiques à chaque session de vaccination. Et puis ensuite, le challenge avec 5 piqûres. L'autre groupe n'a eu que 3 séances de vaccination, ce qui fait un total de 600 piqûres environ. Et puis enfin, des volontaires contrôles. Là, on a une efficacité pour les 2 bras d'environ 50%. Pour le premier challenge. Et puis, un certain nombre de gens ont accepté d'être challengés une deuxième fois. Et par contre, alors je ne me rappelle plus exactement combien de temps après, mais à ce deuxième challenge, finalement, l'efficacité est tombée à 25%. Mais quand même, un certain nombre d'individus ont pu être protégés à 2 challenges successifs. Voilà, ensuite, pour ce qui est des sporozoïdes irradiés par couverture chimioprophylactique, l'efficacité vaccinale est variable en fonction de la dose, là aussi, mais également de la présence d'hématies infectées, c'est-à-dire que si on revaccine au moment où il y a des hématies infectées, ça semble diminuer l'efficacité vaccinale, probablement par la présence de molécules immunomodulatrices. Et ça aussi, c'est en cours d'investigation pour avoir plus de détails sur cette problématique au cours de la vaccination. Donc, il y a des phases 2 en cours. Il y a une bonne protection en challenge hétérologue aussi si on utilise 7G8 pour challenger alors que la vaccination a été faite à partir de F54. Voilà, donc ça c'était pour les sporozoïdes atténués, qui sont donc assez prometteurs, mais qui nécessitent encore quelques études, je pense, pour préciser la dose et puis l'étendue de la protection, le public cible, est-ce que chez les enfants on peut quand même ou pas. Voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais ça semble quand même assez prometteur. RTSS, c'est donc une approche complètement différente. Ça reste un vaccin pré-érythrocytaire, mais qui est sous-unitaire, qui a été développé par le Walter Reed et l'industriel GSK dans les années 1980. Il y a eu donc cette grande épopée avec le développement préclinique, les essais de phase 1, 2, puis cette longue période de phase 3 qui ont débuté en 2009 jusqu'en 2015. Et donc, il a fallu à peu près 30 ans de développement. C'est un vaccin qui s'injecte par voie intramusculaire et qui cible l'antigène CSP de Plasmodium falciparum, avec un adjuvant qui est l'ASE de liposome, de pidamonophorée et de saponine végétale. Alors, comment ce vaccin est construit? Il s'agit d'une sorte de nanoparticule, comme une pseudoparticule virale, qui est basée sur l'antigène HBS de l'hépatite B, qui va être fusionné à une portion de la CSP, qui est la protéine circonsporozoïde, qui est une protéine de surface qui est exprimée tout autour du parasite. Alors, dans ce vaccin sont inclus une partie de la région répétée centrale de la protéine CS, qui contient en fait l'antigène B, l'épitope B immunodominant, et puis la portion C terminale sans l'encre GPI, dans laquelle se trouvent des épitopes T, CD4 et CD8. Et donc l'association d'un RTS à 3 antigènes S, c'est-à-dire l'antigène HBS seul, a donné donc cette formulation RTSS et cet aspect nanoparticulaire. Alors, les études de phase 3 ont été menées dans 7 pays africains avec 11 centres différents, plus de 15 000 enfants vaccinés avec un excellent profil de sécurité et de tolérance.
dans deux populations différentes, les enfants âgés de 5 à 17 mois d'une part, ce que vous voyez à gauche, et les nourrissons âgés de 6 à 12 semaines à droite, avec un schéma vaccinal qui était calqué sur le schéma de vaccination proposé à M0M1, M2, et éventuellement une quatrième dose à M18 pour le groupe R3R que vous voyez sur les schémas en bleu. Donc vous voyez que l'efficacité vaccinale était variable d'un centre à l'autre. Et quand on regarde la dernière ligne, overall, chez les enfants de 5 à 17 mois, on avait une efficacité globale de 36% et de 26% chez les nourrissons. Alors on va regarder un petit peu plus en détail ces résultats. Chez les enfants âgés de 5 à 17 mois, dans le groupe 4 doses, parce que finalement c'est celui-là où les résultats sont le plus intéressants, on tombe à une efficacité de 40% contre tous les épisodes de paludisme clinique, de 29% contre les formes graves, et puis de 37% contre les hospitalisations. Et on voit qu'à 12 mois, on était plutôt de l'ordre de 50%, mais que finalement, avec un suivi de 46 mois, la protection diminue. Chez les nourrissons de 6 à 12 semaines, la protection était moins, avec, comme vous le voyez, tout en bas, une efficacité que de 27% contre le paludisme clinique, de 21% contre le paludisme grave, et de 27% contre les hospitalisations. Dans quelques centres, dans 3 centres plus exactement, il y a eu une efficacité qui a été suivie à plus long terme, pendant 6 ans de suivi. Et là, voilà, selon les enfants, on a toujours une meilleure efficacité chez les enfants de 5 à 17 mois qui sont représentés en bas, avec 24% d'efficacité contre le paludisme clinique et 37% contre le paludisme grave. Et chez les nourrissons de 6 à 12 semaines, contre le paludisme clinique et 31% contre le paludisme grave. Ces tableaux sont issus de l'application mesvaccins.net. Si vous cherchez des informations sur les vaccins, ils ont souvent de très bons éléments de réponse. Je vous encourage à visiter ce site. Alors, suite à ces résultats qui étaient à la fois encourageants et décevants, c'est-à-dire qu'on s'attendait à une plus grande protection, et en même temps, il y a quand même une protection qui est une avancée majeure dans ce domaine de recherche. Il y a eu des études pilotes qui ont été mises en place au Ghana, au Kenya et au Malawi. Il y a eu en 2 ans plus de 2 millions d'enfants qui ont été vaccinés, avec plus de 2 millions de doses qui ont été distribuées, 800 000 enfants vaccinés. Et puis, alors, ce qu'il faut retenir, d'une part, c'était très bien toléré. D'autre part, que la vaccination a été implémentée non pas comme une mesure de protection unique, mais comme une mesure qui vient s'ajouter aux mesures de prévention, notamment les moustiquaires, qui étaient déjà mises en place. L'idée, avec ce vaccin, ce n'est pas d'arrêter tout pour uniquement vacciner. On sait bien aussi qu'il ne cible que le Plasmodium falciparum, qu'il y a d'autres souches, d'autres espèces de paludisme qui circulent. Et donc, c'était bien d'intégrer ce vaccin au sein d'une prévention globale contre le paludisme. Et donc, finalement, l'impact était assez intéressant parce qu'on avait une réduction de 40% des épisodes paludiques au cours de ces études pilotes. Et ce qui n'est pas négligeable, alors bien sûr, on est loin des objectifs de 75% de protection de l'OMS, mais c'est un bon début. Et donc, suite à cela, l'OMS a recommandé que ce vaccin soit utilisé en prévention pour les enfants de plus de 5 mois dans les régions avec une transmission modérée à élevée. Voilà. Donc, comment ça se présente, ce vaccin? Voilà, vous avez 2 flacons. Le flacon avec l'antigène, le flacon avec l'adjuvant donc l'antigène est sous forme de poudre. Le flacon d'adjuvant est liquide, on reconstitue, ça donne 1 millilitre de liquide opalescent, incolore à brun. Et une dose vaccinale, c'est la moitié de ce liquide, ce qui comprend TSS, qui est cette nanoparticule antigénique, et 25 microgrammes d'adjuvant en injection intramusculaire. Alors évidemment, ça ne concerne pas le voyageur, ça ne concerne pas la population en général, mais c'est une première population que l'on peut aider par cette vaccination en zone endémique. Alors, suite à cette grande épopée RTSS, bien sûr, il y a eu des leçons tirées. C'est le but dans la recherche qu'on avance étape par étape pour s'améliorer en permanence. Et d'une part, c'est que lors de la vaccination, il n'y avait pas de prise en compte de la saisonnalité. On suivait le calendrier vaccinal qui était mis en place pour les autres maladies. Et finalement, c'est quelque chose, en tout cas dans les pays où il y a une saisonnalité de transmission, qui est important à prendre en compte. Ensuite, il avait été remarqué qu'une dose retardée fractionnée, 1/5 de la dose, était plus efficace qu'une dose de rappel classique. Et puis, il fallait améliorer l'immunogénicité, la mémoire surtout. Alors, l'Institut Jenner d'Oxford a modifié un petit peu RTSS
Donc RTSS, c'est ce que vous voyez sur le schéma à gauche, donc cette association de l'antigène HBS, qui est donc S, avec RTS. Et R21, c'est que du RTS, c'est-à-dire c'est une association de la protéine fusion de l'hépatite B avec la CS, sans ajout de CS avec, et finalement ça se méthymérise très bien pour donner ces aspects nanoparticulaires. Et donc, finalement, on n'induit plus de reconnaissance contre l'antigène HBL, donc ce n'est plus un vaccin contre l'hépatite B, mais on induit par contre une meilleure reconnaissance de la CS, puisqu'on en exprime plus à la surface de cette nanoparticule. Et puis l'adjuvant est échangé aussi, c'est l'adjuvant Matrix M de Novavax, qui est assez similaire à la saponine, du cholestérol et des phospholipides. Alors, en essai clinique de phase 2, en termes d'immunogénicité, donc ça a été fait sur des enfants âgés de 5 à 17 mois. Les 3 premières doses ont été données avant la saison de transmission. Et donc, on a généré cette réponse immunogène. Donc, il y a 3 groupes. Le groupe contrôle en vert, le groupe 1 avec une dose moins forte d'adjuvant et le groupe 2 avec une dose double d'adjuvant. Il y a la saison de transmission et puis à la fin de cette saison de transmission, on fait un rappel, c'est la dose 4, avant la saison suivante. Et vous avez ici la courbe d'incidence cumulative, donc en vert les contrôles, et puis on voit bien qu'il y a une protection des 2 groupes, et finalement, peu importe la quantité d'adjuvant mis avec, et on a une efficacité vaccinale finalement de 77% à 1 an, ce qui est donc la première fois qu'on atteint l'objectif de 75% de protection établi par l'OMS, ce qui est un grand premier pas. Deuxième, on va dire RTSS, c'est le premier pas, un grand deuxième pas. Ces enfants ont été suivis à 2 ans, évidemment. Et donc, vous avez sur les courbes qui sont sur votre gauche, en haut, c'est la courbe après la vaccination de rappel. Et puis en bas, c'est la courbe après la primo-vaccination, où on a les 2 années de suivi. Donc là encore, on a moins de cas chez les enfants vaccinés que chez les enfants contrôle, avec une efficacité pour cette fois le groupe 2. Donc le groupe 2, c'est avec le plus haut taux d'adjuvant, mais qui était bien toléré. Et donc une efficacité de 78% pour l'année qui suit le rappel et de 77% en totalité. Et au cours de cet essai clinique, il y avait une corrélation entre les titres d'anticorps, les immunoglobulines G, contre la portion répétée de la CS, cette fameuse NAB, et le nombre d'épisodes de paludisme. Bien sûr, il y a un suivi prolongé qui est programmé et on attend la suite avec impatience. Et puis, il y a une phase 3 qui démarre, ciblant 4800 participants. Alors, pour ces vaccins du stade rétrocytaire, je vous ai présenté que ces 2 grandes approches, mais ce sont celles aujourd'hui qui ont des résultats de protection. Des corrélats d'efficacité ont pu être identifiés soit au cours des infections contrôlées, les fameux CHMI, soit au cours des études sur le terrain. Et pour RTSS, on a essentiellement une protection qui passe par les anticorps contre cette portion répétée, mais aussi des cytokines pro-inflammatoires et notamment l'interféron gamma, le TNF-alpha. La voie interféron semble réellement importante. Et pour la vaccination par sporozoïdes irradiés, on n'a pas exactement les cibles des titres d'anticorps, c'est souvent les anticorps antisporozoïdes, parfois les anticorps anti-CSP, mais il y a peut-être d'autres cibles spécifiques qui n'ont pas été testées. Et puis, il y a ces cellules T, gamma-delta, qui semblent jouer un rôle essentiel. Je ne vous ai pas présenté les résultats de METRAP, c'est un vaccin qui n'a malheureusement pas amené de grands résultats de protection, même s'il semblait intéressant dans les études précliniques. Voilà, on va passer maintenant aux vaccinations contre le stade érythrocytaire. Donc là, l'objectif, comme je vous l'ai dit, ce n'est plus de protéger contre l'infection, mais principalement de protéger contre la maladie. Il y a beaucoup de difficultés à ce stade-là. Tout d'abord, le parasite, les mérozoïdes sont dans un temps libre circulant très court, puisqu'ils sortent d'un globule rouge pour aller en infecter un autre. Il y a un grand polymorphisme antigénique, et puis des voies redondantes, c'est-à-dire que si on bloque une voie, il y a quand même une autre voie qui lui permettra d'envahir le globule rouge. Et puis, bien sûr, on l'a vu, une charge parasitaire élevée, puisque un sporozoïde injecté par le moustique va donner de 10 000 à 30 000 mérozoïdes. Donc, on est dans cette phase exponentielle où, de toute façon, il va y avoir énormément de parasites. Entre 2000 et 2015, il y a eu plus de 30 essais cliniques avec diverses cibles antigéniques, MSP1, AMA1, MSP3, le BA175. Et ces cibles étaient toutes immunogènes chez l'homme, mais il n'y a pas eu de protection contre le challenge infectieux. Donc, ça a été relativement décevant. Alors, les perspectives dans la suite, en
depuis quelques années, c'est de pouvoir cibler la voie finale d'invasion, finalement, qui n'est pas redondante, celle-ci, et de cibler des antigènes conservés. Et l'antigène leader actuellement, c'est RH5, qui est un antigène de Plasmodium falciparum. Alors, c'est un antigène qui est sécrété au moment de l'invasion du globule rouge, là, dans le schéma que vous voyez. Alors, c'est pas le premier, le quatrième parasite, c'est celui qui va commencer à libérer RH5, qui va se lier à la basigine, qui est son récepteur sur le globule rouge, pour permettre de rentrer. Donc, vous voyez bien que la période à laquelle RH5 va être exposée est très, très courte. Donc, ça laisse peu de temps aux anticorps pour reconnaître cette protéine. Et naturellement, au cours de l'infection, il y a peu de gens qui développent des anticorps contre RH5. Mais ces anticorps sont présents, souvent, il y a une bonne corrélation avec la protection. Donc, l'idée, c'est de pouvoir générer ces anticorps par la vaccination. Alors, sur primates non humains, donc les singes autus, il y a eu ce test de PFRH5 dans différentes compositions, soit vectorisé par un adénovirus de chimpanzé ou un MVA, soit avec des adjuvants. Alors ici, c'est l'adjuvant complet et incomplet de Freund. C'est quelque chose qu'on ne peut pas transposer à l'homme, mais qui est en tout cas très immunogène, qui permet très fortement de stimuler l'immunité innée et donc de rendre la protéine associée immunogène. Et donc, au cours de ces essais, ce qu'on a pu voir, c'est que chez le singe, il y a une bonne efficacité de protection, de diminution de la parasitémie, pas de protection, de diminution de la parasitémie pour l'approche antigène plus adjuvant, mais aussi pour l'approche adénovirus et MVA, qui est une approche transposable à l'homme. Ce sont ce que vous voyez en orange et en vert, les groupes B et les groupes D. Chez l'homme, ensuite, il y a eu des résultats intéressants, pas en termes de protection, mais de réduction de la parasitémie. Il y a une immunogénicité qui a amélioré, et au cours de ces essais cliniques de phase 1, il a été démontré que la dose retardée fractionnée, un cinquième, permettait de générer plus d'anticorps au cours, en traitement de longue durée. C'est ce que vous voyez sur le schéma. Donc en haut, en bleu clair, ce sont les 3 doses classiques, et puis en bas, en bleu un peu plus foncé ou violet, ce sont 2 doses classiques, plus une dose fractionnée au cinquième, avec à chaque fois 50 microgrammes de RH5 et puis l'adjuvant ASO1. Et d'autres résultats intéressants qui ont été montrés, c'est que finalement, s'il existe des anticorps anti-RH5 avant la vaccination, du fait de l'exposition aux parasites, ces anticorps agissent de façon synergique avec les anticorps issus de la vaccination, ce qui n'a pas toujours été le cas, par exemple, pour AMA1. Les anticorps naturels et les anticorps générés par la vaccination créaient de l'interférence, et donc les résultats n'étaient pas positifs. Or là, ça semblait plutôt positif pour RH5. Mais il y a encore des mises au point à mettre, et probablement que ça pourrait s'envisager en association à d'autres antigènes cibles, peut-être du stade pré-rétrocytaire, pour avoir un vaccin de protection plus globale. Voilà, on va passer au paludisme placentaire. Le paludisme placentaire, c'est un réel problème pour les femmes enceintes, puisque les hématies parasitées vont exprimer VAR2-CSA, qui va fixer la chondroïtine sulfate et créer des amas qui vont être séquestrés dans la vascularisation du placenta, et donc générer des fausses couches ou des problèmes de croissance du fœtus. Alors, il y a 2 vaccins en développement qui ciblent le site de fixation de la chondroïtine sulfate. Vous avez ici le schéma des 2 candidats vaccins, Primvac et Pamvac, qui ont été testés avec de l'alun ou du glycopyrénazolipide adjuvant. En phase 1, en France, c'est au Burkina Faso sur des nullipares. Et donc, bien sûr, il n'y a pas eu de challenge, mais les anticorps ont été testés après in vitro sur leur capacité à bloquer. Et on avait une immunogénicité homologue, mais très peu hétérologue. Donc, j'imagine qu'il y a aussi des travaux d'amélioration qui sont en cours pour ces projets-là. Et enfin, la vaccination qui bloque la transmission, comme je vous l'ai dit, ce sont des vaccins en développement qui se veulent altruistes, finalement. Ça ne protège pas directement le vacciné contre l'infection, mais ça va protéger
la personne suivante qui sera piquée par le moustique, puisque le parasite n'aura pas pu se répliquer correctement, faire son cycle sexué dans le moustique, grâce aux anticorps fixés sur les gamétocytes. Donc il n'y a pas de phase 3 réellement possible. On imagine que l'acceptation de ce type de vaccin pourra ne pas être facile, ce qui sera un obstacle à prendre en compte. Pour l'instant, les résultats montraient peu d'immunogénicité sous forme de monomères, donc il y a des travaux en cours pour les exprimer de façon multimérisée, sous forme de nanoparticules ou sous forme conjuguée pour améliorer l'immunogénicité. Et donc on a le PFS-5 qui est en phase 1 et PFS 230 en phase 2. Alors, vous allez me dire, et les autres? Il n'y a pas que Plasmodium falciparum. Alors d'abord, il faut bien prendre en compte que les financements sont beaucoup moins élevés pour le développement des vaccins contre d'autres espèces. Pour Plasmodium vivax, il y a des projets en cours. Il y a eu du développement vaccinal sur le modèle Plasmodium falciparum orthologue, différentes cibles antigéniques. Et il n'y a pas réellement eu de protection contre challenge pour la CSP de Plasmodium vivax. Il y a le développement aussi par Sanaria de sporozoïdes atténués de Plasmodium vivax qui est en phase 1. Et puis, on va revenir sur l'Indonésie. Donc, il y a un essai clinique de phase 2 de sporozoïdes irradiés de Plasmodium falciparum qui est mené en Indonésie sur des villes indonésiennes qui sont un bon public parce qu'ils sont stationnés dans une zone où il n'y a pas de paludisme, mais ils sont projetés dans des zones où il y a du paludisme, à la fois falciparum vivax. Et comme il y a eu des essais intéressants chez la souris qui montraient que les formes atténuées par irradiation de Bergei pouvaient protéger contre Yolei, et que les différences entre ces deux parasites sont assez similaires entre falciparum et vivax. Il sera assez intéressant de suivre cet essai clinique pour voir s'il peut y avoir une sorte de protection croisée des sporozoïdes irradiés de Plasmodium falciparum contre Plasmodium vivax. Et là, je vous ai mis le schéma d'immunisation qui avait été fait en Colombie pour justement les sporozoïdes atténués, mais cette fois de Plasmodium vivax. Sont un schéma assez lourd, même d'immunisation avec 7 séances d'immunisation, un traitement antipaludique pour éliminer les formes dormantes quiescentes du foie, les formes circulantes, puis un challenge infectieux, et puis enfin, de nouveau, après 3 jours de suivi, un traitement éradicateur du paludisme et une efficacité vaccinale de 49%. Donc à suivre également. Il y a eu des travaux aussi sur la protéine de Phi qui est spécifique de Vivax, qui est immunogène en phase 1, mais comme il y a des infections observées aussi chez des individus du Phi négatif, il se peut qu'il y ait des voies redondantes, effectivement, et que cette protéine de liaison à l'antigène du Phi ne soit pas forcément une cible à retenir. Voilà, avant de terminer, je voulais quand même parler des anticorps monoclonaux. Ce n'est pas de la vaccination proprement parler, mais c'est quelque chose qui a l'air prometteur, ou en tout cas avec des résultats très intéressants ces dernières années. Et c'est aussi de la prévention, notamment 643LS, qui est un anticorps qui cible la région jonctionnelle de la protéine CSP entre la portion répétée et puis la portion terminale. Un essai de phase 1 avec tolérance évidemment et pharmacocinétique qui avait montré que la demi-vie de cet anticorps était prolongée 56 jours, c'est ce que vous voyez sur la figure du haut. Et comme les personnes n'avaient pas pu être challengées finalement, ce qui était prévu, parce que vous voyez la ligne en pointillé en gris en dessous, le challenge a été fait plus tard et avant ça, il y a eu une deuxième injection pour remonter et on voit qu'on remonte très bien les taux d'anticorps circulants. Et ces individus naïfs qui ont été challengés 4 à 36 semaines après injection de l'anticorps ont tous été protégés contre l'infection. Donc c'est assez prometteur. Et il y en a d'autres. Il y a LFLS qui est un anticorps qui cible la jonction aussi et qui a montré des résultats très intéressants. Donc ça, ce sont évidemment des choses que l'on suit avec attention. Donc, pour résumer un petit peu la présentation que je vous fais aujourd'hui, je dirais que le développement d'un vaccin contre le paludisme a été, et il y a toujours un long chemin semé d'embûches, et que l'épopée RTSS a été finalement une étape clé dans ce développement vaccinal, avec des déceptions, mais des succès quand même qu'il faut bien noter. Et les recommandations de l'OMS d'utilisation de Mosquirix, donc RTSS, en zone d'endémie, c'est une grande avancée, même si elle est imparfaite, mais c'est un premier point de départ, un premier vaccin disponible qui encourage les chercheurs à continuer à travailler dans ce domaine pour développer des vaccins de 2e, 3e, peut-être 4e génération, jusqu'à ce qu'on ait une réponse plus adaptée. R21 est le premier candidat vaccin à passer la barre de 75% d'efficacité, donc
Nous allons le suivre avec attention. Ce qu'on peut retenir actuellement, je dis bien actuellement parce que la recherche est pleine de rebondissements, l'approche sous-unitaire aujourd'hui donne des résultats plus satisfaisants que les organismes anti-atténués, mais ça pourrait changer une fois qu'on aura réellement optimisé les doses et les schémas d'administration de ces approches des sporozoïtes atténués, et que les résultats de vaccins du stade pré-érythrocytaire, donc contre l'infection, sont plus prometteurs que ceux du stade érythrocytaire qui ont été quand même jusqu'à présent relativement décevants. Donc, si vous l'avez bien compris, la recherche fondamentale continue pour progresser dans ce domaine, même si les moyens manquent pour Plasmodium vivax et les autres espèces de paludisme. Alors évidemment, l'horizon était très bouché quand Roos Nussensweg a démarré ses travaux sur la protection du paludisme par vaccination dans les années 1960. Aujourd'hui, je dirais que l'horizon s'est un petit peu éclairci. C'est pas encore complètement clair, mais on y travaille et on y travaillera. On y va tous ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je mets cette affiche pour les gens qui suivent ce webinaire et qui sont en région parisienne. Nous fêtons en novembre, nous célébrons quelque part le centenaire de la disparition d'Alphonse Laveran, qui était un militaire, découvreur de l'hématozoaire du paludisme, et ça se situera au Val-de-Grâce dans Paris 5. Ceux qui souhaitent participer, n'hésitez pas à vous inscrire à ce colloque. Je vous remercie. Je suis disponible pour toute question ou partage d'expérience que vous auriez pu avoir sur le terrain dans ce domaine. Bonjour à tous, je vais reprendre la parole puisque j'entends pas Monsieur Saliou qui avait quelques petits soucis de connexion tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, ou soit on peut éventuellement réactiver les micros si besoin. Non? On peut réactiver les micros. Je vois qu'il y a une personne qui a levé la main. C'est Monica. Ouais. Je ne peux pas, par contre, mettre ma vidéo. Je pense qu'elle est bloquée par vous, quelque part. Ouais. Démarrer la vidéo. D'accord, ça, je peux. Merci de me donner la parole. Merci beaucoup à Marie pour sa présentation vraiment très, très, très claire. Et ayant travaillé un peu dans ce domaine par le passé, ça m'a fait un plaisir énorme de voir les énormes avancées qui ont eu lieu depuis. Et avant de passer à ma question, je voulais vraiment remercier Pierre pour être là aujourd'hui, malgré toutes les aventures des derniers mois. Et ça donne l'idée de l'importance que, d'un côté, la EIP met dans ce type de projet qu'on a en commun. Et donc, le fait que Pierre s'est vraiment débrouillé de tout à être là aujourd'hui, c'est vraiment remarquable. Pierre, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Il parle, mais on n'entend pas Pierre. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour qu'il soit au courant. En tout cas, la question que je voulais poser, Marie, c'était concernant l'RTSS, je ne sais pas comment je me rappelle plus comment tu l'as prononcé exactement. Et c'était le fait que l'OMS ait donné quand même le feu vert pour cette vaccination, malgré à la fin. Bon, on m'entend ou pas? Oui. Ah, c'est ça, parce que je vois Pierre qui parle en parallèle, donc je ne savais pas si c'est. Donc, malgré le fait que l'efficacité de ce vaccin est quand même pas très, très importante, comme tu dis, quand même, c'est mis en parallèle, c'est pas qu'on vaccine en ne mettant pas en place d'autres mesures, comme tu as bien rappelé les moustiquaires et tout ça, mais quand même, on fait une vaccination. Est-ce que sur le terrain, il n'y a pas un message qui passe quand même, qui peut risquer de mal passer auprès de la population, qui peuvent se sentir protégés malgré le fait qu'il y a une efficacité quand même qui est basse suite à cette vaccination chez des enfants. Est-ce qu'en termes de communication, comment on a pu, disons, gérer ça, ou comment on gère ça pour prévenir le fait qu'on puisse dire, bon, mon enfant maintenant, il est vacciné, donc il est protégé. Est-ce que sur le terrain, ce message-là, c'est-à-dire dire, bon, on vaccine, mais l'efficacité n'est pas très bonne, donc on mettait en place toutes les autres mesures, en particulier les moustiquaires, est bien pris en charge par les différentes infrastructures de vaccination ou pas? Donc ça, c'était ma première question. C'est une question très importante et c'est pour ça que l'OMS avait voulu la mise en place de ces essais pilotes après la phase 3, en disant qu'on ne peut pas délibérément mettre en place ce vaccin sans être sûr que l'acceptation par la population et le fait de le mettre en plus des mesures de prévention classiques
ne soient pas traités, quoi, qu'on puisse pas voir réellement ce que ça donne sur le terrain. Alors, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a réussi ça dans 3 pays que dans d'autres pays, ça va se passer de la même façon. Et la communication, évidemment, est un point essentiel et je pense qu'il y a des équipes qui travaillent là-dessus, j'espère en tout cas. Après, l'idée aussi, c'était de se dire quand les enfants vont être vaccinés, c'est aussi l'occasion de rappeler les mesures de prévention, alors que si les familles n'emmènent pas leurs enfants vaccinés, il y a peut-être moins d'occasions de rencontrer des gens. Donc, en fait, c'est vraiment le rôle des gens sur le terrain qui vont vacciner, qui vont en même temps qu'ils vaccinent rappeler l'importance de toutes les mesures de prévention, que le vaccin ne protège pas contre tout, que ça va aider à l'enfant de survivre, mais qu'il faut y associer le reste. Et je pense que cette communication associée à la vaccination aura au contraire un effet bénéfique. Puis j'avais une deuxième question, si je peux me permettre. C'était, est-ce qu'en parallèle, on a fait des tests de l'efficacité, par contre, par la vaccination RTS, de comment la population vaccinée était à la fin vaccinée quand même forcément contre l'HBS, c'est-à-dire les virus-like particles sur lesquels ce vaccin est basé. Est-ce qu'il y a eu cette étude en parallèle et est-ce qu'on a su justement quelle était l'efficacité de la vaccination tout simplement contre l'hépatite B de base? Alors, ils n'ont pas publié. Je sais que c'est un très bon vaccin. Disons qu'il ça génère des anticorps contre l'hépatite B de façon très importante. Peut-être qu'ils ont ces données en interne. Moi, j'en ai pas connaissance. J'ai pas vu de publication. Si quelqu'un dans l'auditoire ou si quelqu'un a ces données, je serais aussi moins intéressée de connaître ces données. Mais en tout cas, elles n'ont pas été publiées. Merci beaucoup, Marie. Et il y a aussi encore une question importante. C'est vrai que je l'ai pas abordée pendant la présentation, mais l'ACS de RTSS est basée sur la souche N954. Il y a des souches différentes de par le monde et on peut imaginer que dans certains pays, peut-être l'efficacité sera encore moindre parce que la protéine sera réellement différente. Donc, tous les leviers n'ont de loin pas été levés encore. Et la phase 4, qui est vraiment la surveillance de ce vaccin dans les endroits où il va être mis en place, est pour moi essentielle. Et j'ose espérer qu'il y aura suffisamment de garde-fous à ce niveau-là pour pouvoir arrêter si c'est nécessaire ou au contraire apporter des éléments encourageants pour la suite. Merci beaucoup. On voit que Pierre. Non, Pierre, on vous entend pas. On vous entend pas, Pierre. Vous m'entendez pas? Ah, ça y est. Hein? C'est bon. Ça y est. Bon, ben, je vais vite me taire alors parce que franchement, là vous m'entendez? Oui. Très bien. Par le téléphone, très bien. Et parce que c'était tout à fait intéressant, mais Jean-Luc et Monica et Clémentine continuez à mener la discussion si vous voulez bien. J'ai juste une petite question, moi, à poser à Marie. Est-ce qu'actuellement, il y a encore des campagnes on vaccine encore contre le RTSS? Des campagnes, c'est-à-dire Est-ce qu'on vaccine? Est-ce qu'il y a des pays qui ont mis le vaccin dans leur programme de vaccination? Alors, je ne crois pas encore de façon officielle, c'est en cours. Et je sais qu'il y avait aussi cette histoire de production vaccinale qui devait se mettre en place pour justement que les lots puissent être complètement validés pour cette production à plus grande échelle. Mais je ne crois pas encore. D'accord, ok, merci. Bon, est-ce que les participants ont d'autres questions à poser à Marie Murat? Ouais, moi, je voudrais juste poser une question. Donc là, j'ai vu que dans le premier vaccin, les gamma-delta, les cellules T gamma-delta, elles étaient importantes comme corrélate de protection. Et je voulais savoir si ça a été connu dans d'autres vaccins ou si c'est, comme c'est des cellules qui sont quand même pas encore connues depuis très très longtemps, si c'était habituel ou pas. Alors, on sait surtout dans le paludisme que ce sont des cellules très importantes avant même la vaccination. Certainement dans d'autres infections bactériennes aussi, elles sont quand même très développées sur les épithéliums et elles sont présentes aussi au niveau des tissus. On sait qu'elles augmentent après un certain nombre d'infections en réponse à l'infection. Dans le paludisme, c'est vrai que c'est déjà bien connu. Après, j'ai pas d'autres exemples en termes de vaccins à vous donner là aujourd'hui. D'accord, mais c'est a priori parce que, enfin,
très certainement parce que le parasite rentre par la peau, en fait. Donc, il pourrait Pas forcément, parce que bloquer. non, justement, parce que le sporzuite irradie PFSPZ, c'est par voie Ah intraveineuse oui. qu'on inocule actuellement. Mais non, c'est vraiment, je pense, lié à l'agent pathogène. Vous savez, ces cellules T, elles sont vraiment différentes des cellules T classiques, hein. Leur récepteur est, même s'il y a de la recombinaison, Oui. comme pour un TCR des cellules T classiques, elles ont quand même une reconnaissance différente. Elles ne reconnaissent pas des antigènes présentés, enfin des épitopes présentés par le CMH. Elles reconnaissent plutôt des phospho-antigènes. Et c'est presque une reconnaissance du système immunité de PAMPs, quoi, de pathogènes associés molecular patterns. Et donc, dans certains agents infectieux sont plus susceptibles de déclencher ces lymphocytes-là que d'autres. Et après, elles ont des fonctions très importantes, notamment dans la sécrétion d'interférons, mais elles sont aussi capables de liser, les cellules infectées. Elles ont plusieurs fonctions. Et on sait qu'elles reconnaissent des molécules sécrétées par le parasite. D'accord. Merci. Je vois qu'il y a Francisco Vea qui a Veas qui a Oui, levé la main. oui. Merci. Bonjour, merci pour cette conférence, c'est très, très complète. Et j'aurais deux commentaires ou questions. Alors, ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on parle des vaccinations de manière générale, non seulement ici dans le cadre du PALU, on parle très peu des épitopes concernés. Et donc, souvent, on parle des épitopes comme un petit bout de peptides, par exemple, ou de sucre, enfin bref. Mais on parle très rarement de la structure de ces épitopes. Et je crois que le talon d'Achille de toute la vaccination, depuis qu'on essaie de faire de la vaccination ici contre le palu, mais HIV, enfin tous ces pathogènes contre lesquels on n'a pas aujourd'hui des solutions vaccinales, c'est parce que probablement les moyens, les difficultés nous permettent pas d'accéder aux structures conformationnelles qui sont en liaison avec l'interaction entre le parasite ou le pathogène de manière générale et les récepteurs chez l'hôte. Et donc, bon, on a beau, après, sélectionner des structures conservées, comme ça a été maintes fois dans le cas du palu, HIV et autres, et bon, on a beau les présenter sous des formes de différentes plateformes qui sont nombreuses aujourd'hui, avec la dernière qui est arrivée, c'est comment ça s'appelle, les ARN messagers. Et donc, on pense que parce qu'on a une nouvelle plateforme, on va réussir le vaccin contre des pathogènes qui n'ont jamais pu être vaccinés ainsi. Donc, je dirais, mon commentaire par rapport à ça, c'est que il faudrait peut-être plus de travail, qui est pas facile d'ailleurs, sur les structures interagissant et surtout les structures conformationnelles pour vraiment déterminer les épitopes cibles qui pourraient être vraiment intéressants pour des anticorps, notamment si on parle de prophylaxie. Après, quand on parle d'autres choses, des réponses cellulaires, ça veut dire qu'on n'est plus dans les vaccins classiques, on est dans les vaccins avec un abus de langage, le vaccin thérapeutique, ce qui est en soi très bien, il y a aucun souci. Mais je dirais, voilà, je répète, c'est un travail sur vraiment la structure qui manque de manière générale, quel que soit le vaccin évoqué ici ou là, et notamment ceux qui ont été évoqués aujourd'hui par Marie Murat. Ça, c'était Vraiment très pertinente, parce que c'est vrai que, si vous me permettez, surtout sur l'approche érythrocytaire, parce que c'est vrai que sur l'approche pré-érythrocytaire, on est beaucoup dans la réponse cellulaire, même s'il y a effectivement cet épitope immunodominant de la séquence répétée, on est quand même beaucoup sur la réponse cellulaire T. Mais en tout cas, pour le stade érythrocytaire, où on cherche à générer des anticorps très affins, on pourrait imaginer aussi qu'il y ait plus de similarité conformationnelle, peut-être, que de séquences qui pourraient peut-être aider à trouver des anticorps qui bloqueraient plusieurs parasites et, malgré le polymorphisme antigénique, pourraient nous aider à développer des vaccins à cette phase.
Ouais. Bon, ça c'était mon premier commentaire, si ça peut en quelque sorte aider ou pousser des jeunes qui veuillent se dédier à ce type d'approche. Voilà une voie qui a, de mon point de vue en tout cas, et on le constate par ailleurs, c'est manque d'efficacité qu'on constate. Par exemple, voilà, on a eu un succès incontestable par rapport à SARS-CoV-2, qui est un virus relativement facile à immuniser, puisque quelle que soit la méthode, on arrive à avoir des pourcentages bien plus élevés que ce que vous avez montré ici contre le palu, parce qu'il y a effectivement des pathogènes qui présentent déjà, quelle que soit la forme, ils présentent l'épitope qui est en interaction avec les récepteurs en question. Donc, on a pu vacciner par plusieurs voies, notamment les ARN messagers, mais aussi le vaccin chinois qui était un vaccin classique, etc., et obtenir des taux d'efficacité supérieurs à 60-70%, allant jusqu'à 95 et voire au-delà, y compris pour des choses classiques sophistiquées comme ce que vous avez montré. Novavax, par exemple, obtient 95% pour la COVID, enfin SARS-CoV-2. Bref. Donc, vraiment, on reste dans des trucs où, des fois, il est facile de vacciner et d'autres fois, il est pratiquement impossible. Et donc, voilà la liste de tous ces pathogènes contre lesquels on n'a pas pu, malgré tous les efforts, obtenir des vaccins. Mais je dirais encore, voilà, pour les jeunes qui s'intéressent à la structure, allez-y sur cette voie, elle est certainement longue, mais très prometteuse. Donc, il y a monsieur Jean-Louis. Si vous voulez, mais peut-être après ce. Oui, non. Monsieur Jean-Louis Sartou qui avait aussi souhaité prendre la parole. Voilà. Alors, on ne vous entend pas, monsieur Sartou. Attendez. Jean-Louis, il faut que tu actives ton micro. Tu as réactivé le son, mais je sais pas. Voilà. Je sais pas. Tu m'entends là? Oui, c'est bon là. Bon, je vais essayer. Bon, bonjour Marie Murat. Félicitations pour cet exposé particulièrement intéressant. Je voulais revenir, comme ça a été, il y a déjà eu une question sur les lymphocytes gamma delta. C'est quelque chose que nous avions étudié à l'Institut Pasteur de Dakar il y a dans le début des années 90, avec les équipes de Luis Pereira da Silva à Paris et de Pierre Druil, et puis aussi Christophe Rogier qui était sur le terrain et qui étudiait des populations de Dielmo et Diop au Sénégal, qui étaient en zone d'endémie continue et d'autres qui étaient avec des périodes de transmission et des périodes où il n'y avait pas de transmission du palu, où ils perdaient pratiquement complètement leur immunité et leur prémunition d'une saison à l'autre. Et on s'était déjà intéressé aux réponses lymphocytaires, et ce qui nous avait apparu, ce qui nous avait surpris à l'époque, quand on avait commencé à regarder déjà les populations lymphocytées gamma delta, c'est qu'on les retrouvait élevées chez des individus qui présentaient un premier accès palustre, chez des individus soit européens, soit africains, mais qui vivaient en zone d'endémie toute l'année, et qui avaient déjà été au contact du paludisme plusieurs fois. On ne retrouvait pas ces élévations de population gamma-delta lorsqu'il y avait de nouveaux accès palustres. Et ça nous semblait plus un signe de primo-infection au paludisme. Et c'est pour ça que je suis un peu surpris, j'aimerais que vous reveniez dessus, sur ces populations gamma-delta qu'on retrouverait élevées ou qui participeraient à l'immunité, peut-être comme témoin d'une protection vaccinale. Donc, ça m'intéresserait que vous puissiez revenir sur ces populations gamma-delta. Merci d'avance. Bien sûr, merci pour cette remarque. Alors, c'est vrai que là, c'était à chaque fois Alors, c'était pas que chez des naïfs, ça a été observé sur les études de terrain, donc en zone d'endémie, ou également après la vaccination par sporozoïde. Mais là, on est dans des injections intraveineuses avec des grosses doses, voilà. Qui n'est pas la voie classique d'infection. Alors, est-ce que c'est la voie qui permet de régénérer cette population, puisqu'on sait que dans les tests qui ont été faits pour les sporozoïtes irradiés, les voies sous-cutanées et intramusculaires ne généraient que très peu de protection,
probablement parce qu'il n'y avait pas de réponse tissulaire hépatique suffisante, et c'est bien dans le foie qu'on a besoin d'avoir des CD8 qui vont reconnaître les cellules infectées et les détruire. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à cette voie intraveineuse, qui n'est pas sans poser des questions pour la mise en place de cette vaccination sur le terrain, bien sûr, mais en tout cas, c'était nécessaire pour générer cette réponse protectrice. Et parmi cette réponse protectrice, on observe ces lymphocytes gamma-delta. Donc, j'ose imaginer que même en zone d'endémie, le fait de vacciner par voie intraveineuse, qui n'est pas la voie classique d'arrivée du parasite, doit pouvoir régénérer ces lymphocytes gamma-delta, même si il y a peut-être une certaine tolérance par voie dans le derme, par voie dermique, suite à l'inoculation du sporozoïde par le moustique. Je ne sais pas si ça pourrait, dans vos connaissances dans ce domaine, voilà. Moi, j'essaierai de vous retrouver des tracés de cytométrie de flux de l'époque, et on voyait des pics très élevés de gamma-delta chez des sujets qui faisaient un premier encéphalus parce qu'ils venaient d'arriver en zone d'endémie au Sénégal, par exemple. Et moi, j'ai travaillé au Walter Reed sur une cohorte de patients qui ont été immunisés par ces sporozoïdes irradiés, mais par piqûre de moustique et pas par voie intraveineuse. Et on observe la génération de lymphocytes gamma-delta, mais pas aussi fortement que par la voie intraveineuse de ce qui est observé sur les sporozoïdes irradiés injectés par voie intraveineuse. Donc, je pense que la voie doit jouer. Tout à fait. Et la quantité et l'inoculum, parce que là, on injecte quand même 10 puissance 5 à chaque vaccin parasite, alors que le moustique va peut-être injecter. Et on avait recherché avec l'hôpital principal de Dakar, dans les accès graves, dans les neuropaludismes, de ces montées de gamma-delta, on les trouvait pas chez des sujets qui avaient fait déjà plusieurs accès palustres à l'avance, quoi. Donc c'était pas lié à la gravité à l'époque, dans ce qu'on voyait. Mais oui, ça m'intéresserait. Je vais essayer de vous retrouver ces documents qui sont déjà anciens. Merci. Merci en tous les cas, c'est très intéressant. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires? N'hésitez pas à partager votre propre expérience, on s'enrichit de l'expérience des autres toujours. Bien sûr. Donc, pas d'autres questions. Clémentine, vous avez d'autres... Non, moi, j'avais pas d'autres questions directement. Je vous remercie en tout cas pour l'exposé très clair et très, très bien structuré, qui, pour des gens comme moi qui ne connaissaient pas énormément de choses sur la vaccination palustre, c'est vraiment très bénéfique. Merci. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu faire la présentation jusqu'au bout de façon audible. Ouais. Je renouvelle mon invitation pour le colloque du centenaire de la disparition d'Alphonse Laveran pour toutes les personnes intéressées. N'hésitez pas à vous y inscrire. Vous pouvez passer par moi si vous ne trouvez pas sur Internet comment vous y inscrire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous enverrai ce qu'il faut pour vous. Nous y serons. L'Institut Pasteur, comme l'Association des anciens élèves, sont co-organisateurs. Donc, on ne manquera pas d'y être. En tout cas, moi. D'ailleurs, nous voyons encore l'affiche à l'écran. Voilà. Très belle affiche. Très belle affiche. Bon, Monica, tu veux intervenir? Seulement pour remercier encore une fois Marie pour son exposé très clair et qui nous a donné vraiment un overview global de l'état de l'avancement de la vaccination anti-palu. Merci beaucoup, vraiment, Marie. Et puis, pour ressouligner encore une fois, dans mon rôle de directrice d'enseignement à l'Institut Pasteur, l'importance vraiment que l'Institut met dans ce type de initiatives et programmes de divulgation du savoir scientifique au bénéfice de la francophonie. Et remercier, je ne le ferai jamais assez, l'AUF et la AEIP, nos partenaires essentiels dans ce programme. Et le pôle numérique de l'Institut Pasteur, qui est en première ligne au niveau pastorien pour l'organisation de ces conférences. Vous avez le programme dans le chat, je l'ai vu, donc il y a 6 conférences, encore 5 à venir, toutes très intéressantes. Et... Merci de m'avoir invité et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Bravo. Bravo et au revoir. Bravo. Merci beaucoup. Merci, bravo.